Ça va faire une bonne mise en contexte avec ce qu'on va essayer de montrer, parce que je vais repartir aussi sur les représentations journalistiques. Donc, Infocom, c'est pas forcément la discipline qui est la plus présente ici, mais je travaille plus précisément sur les discours et tous les discours journalistiques. Donc, pas publicitaires, mais journalistiques. Alors, pour présenter un peu sur cette thématique, on est parti de l'historique, qui est un historique assez connu maintenant du milieu sportif, avec les tests de féminité, comme ont déjà pu le montrer Catherine Louveau et Anaïs Bohuon. Et puisque ce cas avec les tests de féminité a pu être très médiatisé en 2009 à l'occasion de la polémique autour du sexe de Caster Semenya, on s'est saisi de ce qu'on appelle une occasionnalité événementielle, une occasion pour les médias d'aborder ce sujet qui est peu traité le reste du temps, pour essayer de travailler sur cette thématique et la façon dont les journaux allaient parler de l'ensemble de la polémique. Et en travaillant sur ces journées avec Aurélie Olivesi, on a eu beaucoup de difficultés à aller vers des médecins. On voulait, quand on a organisé les 2 journées de rencontres entre différentes disciplines, avoir avec nous des médecins. Et plusieurs médecins nous ont répondu qu'il n'y avait absolument rien à analyser scientifiquement sur Caster Semenya. Et du coup, suite à ces difficultés, j'ai pu échanger avec Claire Bouvatier et échanger en l'occurrence sur le livret de lien entre le corps médical et les familles d'enfants intersexes. Et après des échanges, on a décidé de travailler ensemble sur un programme de recherche-action sur les représentations sociales et leur impact. Et donc c'est ce qu'on va essayer de présenter ensemble aujourd'hui. Alors vous allez voir que du coup les slides sont un peu différentes et les façons de présenter aussi. On en parlait tout à l'heure sur le fait de travailler entre sciences médicales et Infocom. Donc je vais laisser Claire présenter. Oui, je lui disais tout à l'heure que je suis obligée de relire. Chaque fois qu'elle m'envoie un texte, je suis obligée de le relire parce que je comprends pas je comprends pas un mot sur 2 qu'elle emploie. Alors, on appelle aujourd'hui variation du développement sexuel. Je suis désolée pour ces photos, mais je pense que c'est difficile de parler de tout ça sans que vous voyez ce que ça veut dire réellement. C'est la naissance d'un bébé pour lequel la sage-femme, au moment de l'examen initial de l'enfant, de sa sortie du ventre de la mère, ne va pas pouvoir donner le sexe de ce bébé. Donc quelquefois, maintenant, le diagnostic est fait en prénatal, mais c'est encore peu souvent le cas. C'est un terme qui est un terme générique. Vous voyez qu'en anglais, il s'appelle désordre et pas variation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies monogéniques et chromosomiques qui sont à l'origine de toutes ces particularités. Et nous, les médecins, on est essentiellement référés à la biologie, parce que je pense aussi que la biologie, c'est quand même beaucoup plus confortable, puisque c'est une donnée certaine et pas une donnée... C'est assez certain, la biologie, en tout cas dans l'exploration des enfants qui ont des anomalies des organes génitaux. Et donc, ces enfants sont pris en charge dès la naissance, essentiellement pour éliminer une cause vitale, puisqu'il y a des maladies qui donnent ces anomalies qui sont des maladies qui engagent le pronostic vital, et puis aussi pour parler de temps en temps du risque de récurrence et de l'avenir de l'enfant avec les parents. Alors, qu'est-ce que ça provoque ? Un effondrement général. Ce sont des maladies qui ne sont pas... vous voyez, je dis maladies quand même. Ce sont des variations qui ne sont pas très fréquentes, mais que des gens vont rencontrer 1 ou 2 fois dans leur vie, partout sur le territoire français. Pour les parents, c'est quelque chose de terrible, puisque ça n'existe pas d'avoir un enfant qui n'a pas de sexe. Donc, vous vous retrouvez avec l'impossibilité d'identifier votre enfant comme votre enfant. C'est souvent très compliqué pour la sage-femme et pour le pédiatre qui, eux aussi, souvent n'en ont pas l'habitude. Et donc, rapidement, je vous montrerai tout à l'heure, on est censé être sur le territoire national un peu organisé. Et donc, rapidement, des conseils vont être donnés aux professionnels de santé qui prennent en charge ces enfants. En particulier sur les mots qui seront employés pour que vous ne disiez pas des mots sexués alors que vous ne connaissez pas encore le sexe de l'enfant. La loi vous autorise à surseoir à la déclaration du sexe et le plus rapidement possible, on fera des examens complémentaires après avoir éliminé les causes vitales pour faire ce qu'on appelle le choix de sexe, c'est-à-dire pouvoir dire aux parents quel sexe ils vont aller déclarer à l'état civil. Alors pour présenter un peu le travail qu'on a mené ensemble, la problématique était assez simple, qui était une question qu'on se posait quand on a travaillé sur la médiatisation de Caster Semenya, c'est-à-dire en gros quelle est la prise en compte
des représentations sociales et des assignations de genre dans les protocoles médicaux et dans le traitement de l'intersexualité. En fait, on avait cette impression qu'il y avait vraiment des travaux en sciences humaines et sociales sur le genre et sur ce qu'on va entendre dans ce colloque sur genre et santé, et on se demandait quelle finalement discussion ou quel dialogue il pouvait y avoir entre donc ce qu'on voit en filigrane ici, quel travail on peut avoir conjoint entre les sciences médicales et les sciences humaines, en sachant qu'on est obligé de généraliser ici, et en sciences humaines on a aussi différents éléments qui ne sont pas forcément liés non plus. Alors en termes de méthodologie, ce qu'on va présenter ici s'appuie sur alors à la fois des observations de rencontres médicales. Donc Claire l'a abordé juste avant sur l'organisation. Oui, donc c'est très rapidement. Il y a vous savez, en 2004, il y a eu la création de centres nationaux de référence en France, et donc il y a un centre de référence à 2 têtes, une à Paris, une à Lyon, des enfants porteurs de variations du développement sexuel, et puis quasiment tous les 25 petits carrés bleus de la photo sont ce qu'on appelle des centres de compétences. Donc les enfants sont censés arriver d'où ils sont nés au plus vite vers un centre de compétences qui référera au centre de référence s'il est en difficulté. Voilà, donc une observation de rencontres médicales qui ont lieu entre les médecins et le corps médical des centres de référence et des centres de compétences, des entretiens semi-directifs avec des journalistes et des médecins, une analyse de corpus journalistique, donc à la fois presse et Internet, et pour finir, une observation de la littérature médicale, mais sous l'angle des représentations sociales. Alors, on va dire des pistes de résultats. Une première partie sur l'idée d'avoir vraiment 2 mondes entre médecine et sciences humaines et sociales. Alors le fonctionnement qu'on a pu voir, la trame en tout cas, de présentation de cas dits cliniques au moment des rencontres, en fait ce qu'on va trouver c'est des données de présentation, donc avec le prénom, l'âge, l'origine, une photo qui va être souvent une photo commentée, donc une apparence, je cite à chaque fois, une apparence parfaitement masculine, voilà une belle petite fille, des données sociales, avec le type d'activité, le type de comportement, la vie sentimentale et sexuelle, donc en couple, marié depuis 13 ans, etc. Les identités perçues, il n'a aucun doute sur son identité, elle a été élevée en fille, des données biologiques avec les taux de testostérone, les chirurgies subies ou non, on va lister éventuellement et voir comment ça s'est passé. Et pour terminer, le lien au médecin, c'est-à-dire c'est un élément qui va être pris en compte ici. Donc je cite ici, on en a discuté avec les 2 parents, pour l'instant ils s'en remettent à nous, donc on va évoquer ce lien. Alors, l'idée, c'est de voir que finalement, malgré cette trame, qui est une trame de présentation qui n'est pas rediscutée, on va trouver des données sociales, et ces données sociales vont varier selon les présentations, donc des équipes médicales qui se déplacent. Donc, on va avoir ici, dans certains cas, donc selon ce qui va sembler pertinent, les médecins vont aborder la pilosité, donc la question, par exemple, ils se rasent, réponse très peu. Ça peut être aussi les vêtements, ils s'habillent en homme, la façon d'uriner, la façon de se percevoir, etc. Donc plusieurs finalement données qui peuvent apparaître selon les cas. Ce qu'on va voir aussi, et c'est ce que j'ai mis sur la discussion autour des stéréotypes, ce qu'on va voir c'est finalement que certaines données vont être abordées par une partie de l'équipe et aussitôt critiquées. C'est-à-dire ce qu'on va entendre ici, c'est, donc je cite, « La grande joue au foot » et on entend dans la salle « Il y en a d'autres qui jouent au foot, là faut arrêter ». Ou même chose un peu plus tard, dans la présentation d'un autre cas, elle boit des bières avec ses copains, et dans la salle, on entend les stéréotypes, ça y est, tu bois des bières avec tes copains, t'es pas une femme. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a une conscience de ces représentations sociales, et pour autant, ce qui se passe au moment de la discussion, c'est que on entend des critiques dans la salle, mais finalement, il n'y a pas de discussion à suivre. C'est-à-dire qu'en fait, on entend à la fois les données sociales, la discussion autour ne va pas forcément avoir lieu. Alors, ce qu'on va voir apparaître, c'est que le moment de la prise de décision, alors qui ne se fait pas sur l'ensemble des cas, il y a des cas qui ne nécessitent pas forcément, mais sur les prises de décision, ce qu'on va voir apparaître, c'est l'équipe va présenter l'ensemble des éléments, avantages, inconvénients et risques pour à la fois le patient, la famille, les soignants. Et ce qui va être assez surprenant ici, en tout cas quand on ne fait pas partie du corps médical, ça va être de fait de mélanger les éléments, donc à la fois le niveau de la santé, c'est irréversible, l'infertilité, etc., le ressenti, l'identité vécue, donc je cite, tu vas insinuer un doute alors qu'elle ne l'a jamais eu. Juridique, ça va protéger ou non le médecin. Et les relations familiales. Le problème, c'est que la mère ne veut pas qu'on lui relève quoi que ce soit, etc. Donc on va avoir ce type de discussions qui vont pouvoir se mêler ici. Alors ce qu'on voit, c'est que la gestion sociale des corps, avec l'ensemble des éléments que je ne vais pas avoir le temps de détailler ici, ne semble finalement pas se faire de place en tout cas dans la littérature qui est la littérature médicale, les écrits médicaux. Et pour autant, on va trouver, donc là j'ai mis vraiment sur une littérature un peu plus ancienne quelques exemples pour montrer qu'il y a toujours dans chacun des textes, donc ça va passer par une phrase ou deux,
l'idée de rappeler une certaine normalité. Donc on peut le voir sur la voie normale du couple et la monogamie. Il n'a cessé de mener l'existence d'un homme fumant, faisant de la bicyclette. Donc on voit aussi l'évolution finalement de ce qui va servir en termes de données sociales à montrer qu'on a un comportement masculin. La bicyclette le serait moins aujourd'hui. Voilà. Un autre exemple ici, mais aussi pour montrer que ça s'appuie sur une donnée qui est une donnée médicale. On le voit ici avec cet ouvrage donc, sur lequel on rappelle en couverture qu'on est docteur. Ça commence par « Cher ami, c'est un médecin qui te parle ». Et on peut voir ici, le créateur a voulu le plaisir pour encourager les époux à transmettre la vie, etc. Donc on voit quand même sur ce mélange entre médical et représentation sociale, qui n'est pas nouveau ici. Je vais passer et je vais essayer de terminer sur les 4 minutes qui me restent. Sur la deuxième partie, sur les normes et la médiatisation. Donc je vais passer sur le corpus. J'ai essayé de faire un corpus, on peut jamais c'est jamais complètement exhaustif, mais j'ai essayé de faire un corpus sans limite temporelle, en passant par les archives et par Europresse, donc sans cibler non plus les différents médias, parce qu'il n'y a pas suffisamment de corpus pour se permettre de les cibler. Et donc les recherches ont fonctionné par mots-clés, par type de syndrome, que j'ai pas noté ici, et par type de personnes, en mettant les noms des docteurs, etc., qui prennent le plus la parole, ou des militants qui prennent le plus la parole. Je vais passer sur le cadre théorique. Alors les résultats de la médiatisation, c'est quoi? C'est ces différentes occasionnalités, c'est-à-dire les moments auxquels on va en parler le plus. Donc d'une part sur l'impact de la pollution. Donc on va parler beaucoup d'intersexualité au moment où on va parler de la pollution qui amènerait donc les perturbateurs endocriniens qui amèneraient plus d'hermaphrodisme. Les résultats des recherches scientifiques, c'est-à-dire de nouveaux matériels, de nouvelles découvertes, etc., qui vont amener à parler de ça. Le sport, je ne vais pas détailler, je l'ai dit tout à l'heure. Les rapports et textes de loi, ça fait référence notamment à la reconnaissance dans certains pays d'un troisième sexe qui ont amené à pouvoir discuter et remettre en question cette présence de l'intersexualité. Mais ce qu'on voit surtout, c'est... Alors les portraits, ils sont très... je l'ai mis ici, mais ils sont très, très peu nombreux. Le panorama de l'intersexualité, c'est à peu près le seul moment, avec les 3 que j'ai mis à la fin, panorama culturel et théorie du genre, c'est les 3 moments où finalement on va pouvoir vraiment parler des normes. Et donc ce qu'on peut voir finalement dans la médiatisation, c'est 2 types de discours qui vont faire comme on a pu le voir avant sur la littérature médicale. C'est-à-dire qu'en fait, dans les médias vont se mélanger d'un côté une médiatisation qui pourrait sembler médicale et de l'autre côté une médiatisation qui, elle, reviendrait plus sur la question de la théorie du genre. Donc les panoramas de l'intersexualité, c'est beaucoup une présentation du sujet, c'est-à-dire finalement ça existe, voilà ce que c'est, et donc on va donner la parole à la fois à des médecins et des militants. Le culturel, ça va être les films XXY, par exemple, qui étaient assez médiatisés, certains ouvrages, le festival de Douarnenez, par exemple, qui est aussi médiatisé, qui donne l'occasion de rappeler les normes, finalement, sociales et culturelles et comment elles impactent le traitement. Et là où on le voit le plus, c'est finalement dans la théorie du genre. Alors pourquoi on le voit dans la théorie du genre? Parce que c'était assez pratique. On fait référence pour la théorie du genre à quelque chose qui est historique et qui est le point de départ des recherches sur le genre. Et donc je cite ici, par exemple, théorie du genre, : comment la première expérimentation a mal tourné, donc un titre du Figaro, et l'expérience tragique du gourou du genre qu'on trouvait dans Le Point en 2013. Voilà, juste pour... je vais conclure, donc on n'ira pas l'ensemble de l'élément, mais ce qu'on voit ici, c'est que ça a servi, on le voit sur la fin, en jupe, en pantalon ou à poil, les adeptes de l'ABCD de l'égalité des gender studies se couvrent de ridicule, l'hermaphrodisme s'y est aux escargots, pas aux humains. Et en fait, ça a permis de réaffirmer ce qu'on a pu voir finalement dans les deux présentations avant, c'est-à-dire une réaffirmation aussi de ces normes. Alors vraiment pour conclure, je vais passer sur cet élément-là. Voilà, vraiment pour conclure, cette médiatisation en parallèle, elle se retrouve dans une médiatisation par syndrome. J'ai dit que j'avais fait aussi une recherche par syndrome. Si on enlève intersexualité, hermaphrodisme, etc., on retrouve sur les syndromes qui sont ici à chaque fois une présentation. Sur les déficits, par exemple, donc sur le premier, ça va passer par des portraits de personnes, ça va passer par les sportives et ça va passer par le roman Middlesex qui en faisait partie. Donc on revient ici sur des éléments. Par contre, sur l'hyperplasie congénitale, on est sur un rapport à l'association, et l'association étant assez médiatisée et travaillant avec les médecins, on retrouve un fonctionnement qui est médical et pour lequel on n'a plus les normes. Donc on a vraiment l'impression d'avoir 2 types de discours finalement qui se mélangent assez peu. Et juste pour montrer, c'était pour terminer, pour montrer à quelle occasion ça va être cité, Klinefelter, par exemple, va être très médiatisé par rapport à Francis Holm, qui est donc tueur en série. Et donc c'est un des éléments qui va être pris ici et qui va servir souvent d'explication. C'est-à-dire, en gros, il a un syndrome qui va permettre d'expliquer quelque chose. Donc on voit que selon les types de syndromes, on a des représentations sociales qui se nouent et qui sont très différentes, évidemment, selon les types de syndromes. Et je vais m'arrêter ici parce que j'aurai pas le temps de faire la dernière partie. Très bien, on vous remercie, c'est déjà très copieux.